Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est marqué dans les BPF. Ladies and gentlemen, on est de retour en ligne. On a fait une pause parce que je pense qu'on n'était pas hyper motivé par activité externalisée. Ouais, ça doit être ça. Et également, j'étais pas mal frustré par notre performance sur le CQ, mais bon, on se rattrape petit à petit là. Je vous invite à aller écouter. Je le remettrai d'ailleurs sur ce feed-là. Mais l'épisode qu'on a fait avec les microbiologistes pour avoir des précisions là-dessus, c'était hyper intéressant. Allez, on est parti. On est dans le chapitre 7, activité externalisée, le donneur d'ordre, paragraphe 7.4. Le système qualité pharmaceutique du donneur d'ordre doit inclure le contrôle et la revue de toute activité externalisée. Le donneur d'ordre a la responsabilité finale de s'assurer que ces processus sont en place pour assurer la maîtrise des activités externalisées. Ces processus doivent intégrer les principes de gestion du risque qualité et comprennent notamment... Là, du coup, c'est marrant parce que la mise en page, elle est pas du tout comme d'habitude quand ils font des notamment. Ouais. Bon, écoute, on va pas tergiverser là-dessus, mais déjà, je trouve que en termes de vocabulaire, ça reste toujours compliqué de rentrer dedans, quoi, sur ce chapitre-là. C'est difficile ça demande un peu de temps d'arrêt pour bien réfléchir. Attends, qu'est-ce qu'ils entendent derrière tel mot, etc., quoi. Ouais, c'est un peu vrai, ouais. Et puis en plus avec ouais. Et après ils ont un peu défini au départ les donneurs d'ordre et tout ça, mais ouais. C'est vrai que c'est pas simple. Alors on va rentrer du coup dans ce que doit inclure le processus de gestion des risques qualité. Alors 7.5. Avant d'externaliser des activités, le donneur d'ordre a la responsabilité d'évaluer la légalité, l'aptitude et la compétence du sous-traitant à mener à bien les activités externalisées. Le donneur d'ordre a la responsabilité de s'assurer par le biais du contrat que les principes et annexes des BPF décrites dans ce guide sont respectés. Ouais, jusque-là, rien d'extraordinaire, quoi. Après en vrai, ça peut être intéressant quand tu te lances et que, je sais pas, alors, tu veux faire, j'allais dire, des compléments alimentaires ou des alicaments là ou des trucs comme ça. Peut-être que t'as pas connaissance de ça, tu vois. Mais quand t'es dans le bain du quotidien de l'industrie pharmaceutique, je pense que c'est évident pour tout le monde, quoi, ça. Ouais, c'est vrai, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un chapitre qui est ultra important. Si ça m'a revenu comme ça en lisant ce truc-là, parce que finalement, l'industrie pharmaceutique repose vraiment beaucoup sur la sous-traitance. Oui. Ah mais complètement. Ah non, mais ça c'est clair. Et le chapitre, il est assez léger par rapport au fait qu'effectivement aujourd'hui, c'est la grande majorité de l'activité, c'est de la sous-traitance avec des donneurs d'ordre et des sous-traitants, quoi. Et alors pourquoi ça ? Parce que du coup c'est une industrie qui est quand même complexe et les laboratoires ont tendance à se spécialiser, les différents sous-traitants ont tendance à se spécialiser parce que voilà, il y a des processus qui sont complexes et quand tu es spécialisé, tu regroupes en fait toute la complexité et tu deviens spécialiste d'un certain domaine et c'est beaucoup plus simple et puis pareil aussi pour une question de coût et donc tu es obligé de segmenter. Ouais. Carrément. Alors 7.6. Le donneur d'ordre doit fournir au sous-traitant toutes les informations et connaissances nécessaires à la réalisation correcte des opérations sous contrat, conformément aux réglementations en vigueur et à l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné. Le donneur d'ordre doit assurer que le sous-traitant est pleinement conscient de tous les problèmes associés au produit ou au travail demandé qui pourraient constituer un risque pour ses locaux, matériels, personnels ou d'autres composants ou produits. Surprise. En fait, c'est cancérigène. Non, mais ça, tu vois, typiquement, ce genre de risque, effectivement, c'est cancérigène, c'est des hormones. À mon avis, tout ça, c'est bien partagé. Par contre,
ouais, bah le processus de fabrication, il est pas 100% maîtrisé, tel paramètre, on sait pas trop s'il est critique. Ça, on n'en parle pas trop là. Ouais, c'est vrai, et c'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent ce qui est mis un peu sous le tapis, ce que c'est les trucs, les commerciaux des deux côtés, ils sont là, ouais, c'est bon, ça va être facile, ça va faire du bise, ouais, on vous donne ci, on vous donne ça, mais finalement après, les opérationnels derrière qui se prennent les trucs à moitié développés de l'autre côté. Ouais, exactement. Et un process description avec les paramètres critiques, enfin c'est rarement bien construit ça aussi, hein. C'est souvent compliqué à transposer pour le sous-traitant des fois. Ouais, c'est vrai. Par contre, c'est un processus qui roule en général, parce que c'est la spécialité des sous-traitants. Ils ont l'habitude, et quand ils intègrent des nouveaux processus en général, ceux qui font ça depuis longtemps, ça se passe quand même pas mal, quoi. Je dirais que sur 70% du transfert, de l'intégration du produit, ouais, mais t'as des 30% d'ajustement au niveau des opérations, parce que c'est quand même marqué. Donc le donneur d'ordre doit fournir au sous-traitant toutes les informations et connaissances nécessaires à la réalisation correcte des opérations sous contrat. Franchement, des fois, c'est même pas parce que le donneur d'ordre il veut pas, hein. C'est parce qu'en fait on n'y pense pas. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup d'éléments qui sont trop flous et qui permettent pas de bien structurer et d'éviter que le sous-traitant il galère après avec sa prod, quoi. Alors après, moi je trouve il y a un autre élément aussi, c'est la gestion de projet chez les sous-traitants, c'est-à-dire que ils fonctionnent souvent à une espèce de ressource infinie en disant quand c'est un projet qui s'intègre en plus des activités, et les gens ils vont se démerder pour intégrer ça en plus, et finalement en fait la quantification des actions supplémentaires à réaliser pour l'intégration d'un nouveau produit au planning, elle est colossale, et rarement correctement prise en compte, quoi. Grave. Et c'est là où c'est super important d'avoir une vision et un processus ultra clair de l'intégration de nouveaux produits. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans notre intervention organisation efficace. Hein. Organisation efficace, ouais. Organisation efficace, voilà, c'est pour justement quantifier correctement la quantité de travail et les personnes clés qui vont être responsables de telle ou telle action, pour pouvoir après organiser correctement le travail en fonction de la charge qui va augmenter en ajoutant des clients, quoi. Mais ça, tu dis pour la gestion de projet, mais c'est pour tout en fait qu'on a cette tendance à fonctionner à ressources infinies, quoi. T'as quand même, souvent c'est la gestion de projet quand même, parce que t'as les activités de base qui sont les activités de base, et après quand t'ajoutes des projets par-dessus les activités de base, c'est là où ça merde, quoi. Non? Je trouve que même sur les activités de base, on a tendance à un peu trop tourner en ressources infinies. Ça après c'est plutôt moi je trouve sur les activités de base c'est plutôt le renouvellement des personnes parties. Il y a une personne qui part, bon. Les gens, ça va s'absorber pendant un moment, donc il y a certaines personnes qui vont chier, qui vont faire un tiers de plus de boulot, et puis voilà. Ouais, puis, mais sauf que t'as tout le temps des gens qui partent, et du coup t'as tout le temps ce truc de un tiers de plus de boulot. Et ça compte après sur le professionnalisme des personnes à absorber la charge, et ça après je trouve ça quand même pas terrible. Ouais, carrément. Allez, 7.7. Le donneur d'ordre doit surveiller et évaluer la performance du sous-traitant, ainsi que l'identification et la mise en œuvre de toute amélioration nécessaire. C'est là que ça commence à devenir le bordel. Bonjour, c'est pour un audit. Ouais, non mais tu vois, en fait, alors là on va rentrer plus dans un débat philosophique, mais au final, chez le donneur d'ordre, t'as le mec qui s'occupe de la supply, le mec qui s'occupe de la qualité. Ils discutent pas forcément, et du coup ils ont des objectifs différents. Et t'as la supply qui va chercher de la performance pour avoir éviter les ruptures, avoir des temps de cycle courts chez son sous-traitant, etc. Et puis t'as la qualité. Et alors là, je crois que c'est encore pour moi, c'est un domaine qui me dépasse. Mais donc c'est des gens qui ont jamais vu un site industriel ou très rarement, et qui vont me dire ah ouais, mais là il y a eu telle déviation, vous me rajoutez ça dans le dossier de l'eau, parce qu'en fait c'est le seul transposition de ce qui se passe en prod pour le qualité d'ordre, c'est le dossier de l'eau, quoi. Et c'est horrible. Ouais,
T'as totalement raison et ça rajoute une quantité de travail colossale pour tout le monde dans l'usine. Bah, on en a parlé plein de fois dans le podcast, dans Good Manufacturing Podcast, hein. Mais ouais, rajouter une information dans le dossier, ça paralyse tout le monde, quoi. Et ça rajoute une quantité de travail folle. Je leur ai dit, mais j'ai un cas récent d'un sous-traitant, là, où en fait, le client lui a demandé de rajouter une phrase dans son dossier de l'eau, une instruction en cas d'arrêt d'urgence d'une machine avec ouverture d'un carter, de rajouter, il faut retirer les blisters sous le poste de scellage. Tu vois, un truc comme ça. Mais ça a rien à faire là, en fait. Ça, c'est du qu'est-ce que je dois faire quand c'est pas dans le dossier de l'eau. Et en fait, ils ont interdiction de produire tant que cette phrase n'a pas été rajoutée dans le dossier de l'eau. Oh. Non mais voilà. Bah oui, et on n'est pas du tout dans de l'amélioration, on n'est pas du tout dans. Non mais c'est un truc de fou. Hein. C'est quasiment du chantage. Bah oui. Alors que finalement, ça va avoir aucune incidence sur la performance, enfin sur le fait d'enlever les blisters, quoi. Bah non. Complètement. Aucun impact sur le fait d'enlever les blisters. Mais c'est la seule vision qu'a un donneur d'ordre. Et du coup, t'as les audits et les dossiers de l'eau, en gros. Et puis après, t'as les KPI. Et c'est sur ça que le donneur d'ordre va surveiller et évaluer la performance du sous-traitant. Et moi, je trouve que du coup, ça manque un peu de cohérence. Et on se retrouve à le donneur d'ordre qui va demander, comme c'est marqué là, des améliorations nécessaires qui ne sont en fait tout sauf des améliorations. Bah, en fait, là, ouais, c'est clair. Là, mais par contre, on est dans une impasse, je trouve, par rapport à ce que nous, on dit sur la qualité en général et comment la contrôler. Parce que du coup, enfin, comment la contrôler, comment l'améliorer, c'est la présence, enfin, nous, on prône quand même pas mal la présence terrain. Et finalement, pour un donneur d'ordre, bah, tu peux pas faire ça. Non, quoique, il y a certains, moi, j'ai déjà vu les person in place. En fait, c'est en gros, t'es sur un site sous-traitant. Alors c'est souvent parce que ça s'est pas très bien passé quelque part à un moment donné. Mais t'as quelqu'un du donneur d'ordre qui est sur le site. Mais tu vois, ça c'est un vrai sujet, un vrai débat. On pourrait en faire un podcast complet. Hein. C'est clair, c'est ce que je suis en train de dire. La position du sous-traitant par rapport à un donneur d'ordre, parce que à un moment donné, et ça c'est à mon avis, un des problèmes que rencontrent tous les sous-traitants, c'est qu'ils acceptent à argent comptant toutes les demandes des donneurs d'ordre, et ça crée une énorme hétérogénéité. Alors que finalement, l'intérêt d'un donneur d'ordre, c'est d'avoir un sous-traitant qui maîtrise son système qualité, qui a des éléments en place, auxquels on peut avoir confiance, et finalement de demander plein de petites modifs et que le sous-traitant accepte tous ces ajustements à chaque client fait que ça rend le système qualité beaucoup moins fort, beaucoup moins stable et beaucoup plus à risque. Donc c'est contre-productif et c'est de la merde. Et tu sais quoi? C'est de la merde. Tu sais quoi, je vais d'avoir une idée. En gros, si t'es donneur d'ordre et que t'as un gros sous-traitant, tu sais, qui te fait un gros, hein, pas un truc d'analyse, mais par exemple, je sais pas moi, Biogarant qui va sous-traiter, une énorme partie de sa production à un site. Là, Biogarant, est-ce qu'ils auraient pas intérêt à finalement leur employer un AQOP qui va le fournir en ressources permanentes au site CMO, quoi. Pour gérer des déviations, regarder des trucs et tout, et en fait sentir vraiment comment ça se fait là-bas, quoi. Et ce gars-là, finalement, il va coûter, je sais pas, il va coûter quoi, allez, 100 000 à l'année. Bah le prix d'un AQOP. Ouais, voilà, il va coûter 100 000 à l'année à site. Et qu'est-ce qu'il va économiser? Et du coup, est-ce qu'il va pouvoir, je pense qu'il va pouvoir grandement améliorer la performance du site, quoi, parce que même après le coût je sais pas comment ça peut marcher, mais le coût de ce gars-là, il peut être défalqué sur, je sais pas moi, la prestation du site, j'en sais rien. Ouais, après il y a tout un modèle à construire, c'est vrai, mais quelque part finalement en fait remplacer les AQOP des sous-traitants par des AQOP de leurs clients, en fait. Voilà, ouais, et qui s'occupe justement que des produits du site, quoi. Ouais. Intéressant. Allez, 7.8. Le donneur d'ordre a la responsabilité de la revue et de l'évaluation des enregistrements et résultats liés aux activités externalisées. Il doit aussi s'assurer, soit par lui-même, soit sur la base de la confirmation donnée par la personne qualifiée du sous-traitant,
que tous les produits et composants qui lui sont livrés par le sous-traitant ont été traités conformément au BPF et à l'autorisation de mise sur le marché. Ouais. Ouais, bah après là ça se tient avec le contrat qualité quoi, hein. Enfin le contrat qualité où ça définit les rôles et responsabilités de chacun. Et c'est intéressant la responsabilité de la revue et de l'évaluation des enregistrements et résultats. Bah c'est le dossier de l'eau. Bah c'est ça. Mais il y a certains donneurs d'ordre, après c'est marqué, hein, après ça peut être sur la base de confirmation de la personne qualifiée, mais on voit des fois certains clients qui vont plutôt pas forcément revoir les dossiers de l'eau, d'autres qui vont libérer, tu sais c'est un peu bizarre en fait. Quand t'es sous-traitant d'un client à l'autre, t'as des modes de fonctionnement différents aussi autour de ça quoi. Tu vas devoir scanner les dossiers de l'eau. Mais après, faut faire attention parce qu'on dit c'est le dossier de l'eau, mais tu peux sous-traiter tout un tas de trucs, hein. Tu peux sous-traiter une prestation de micronisation, comme tu peux sous-traiter des analyses microbiologiques, comme tu peux sous-traiter plein de trucs, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on extrapole un peu sur la partie. Ouais. Mais bon, après, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est le donneur d'ordre à un sous-traitant, de fabrication, quoi. Carrément. Mais t'as raison, les différents modes de fabrication et de fonctionnement avec déjà c'est si ils veulent pas libérer par la personne responsable du site. Là par contre, je trouve ça quand même vraiment handicapant parce que finalement et là tu perds toute la maîtrise de ton temps de cycle et quelque part c'est ça démontre un certain manque de confiance en ton sous-traitant. Et en plus, je trouve que de libérer, parce que là, on le dit tout le temps, la Q doit être sur le terrain et tout, mais alors là, la Q, elle est même pas dans l'autre bâtiment, hein, elle est peut-être dans un autre pays, quoi. Ouais, c'est clair. Donc libérer sans avoir mis jamais, et probablement c'est ce qui ça arrive, hein, jamais mis les pieds dans la zone de prod pour savoir comment elle est. Ça me paraît tellement ubuesque. Et puis après même le fait de demander des scans du dossier de l'eau complet ou de partie du dossier de l'eau, ça pareil c'est un peu débile je trouve. Ouais. Ça t'apporte tout ce que ça va t'apporter c'est soit un peu de la peur, soit mais ça t'apporte rien quoi. Ça va t'apporter de la peur et du coup tu vas vouloir rajouter des choses pour te rassurer, des choses qui vont générer encore plus d'erreurs. Ouais. Voilà, ça s'appelle un cercle vicieux. Exactement. Après, faudra qu'on discute un peu faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus et qu'on discute des bons indicateurs qu'on choisirait pour évaluer la qualité d'un sous-traitant. Carrément. En tout cas, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on arrive à un épisode complet. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et puis, écoutez, on reprend immédiatement pour nous et un peu plus tard pour vous, pour la suite avec le sous-traitant. Cool. Merci à tous de nous suivre. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur YouTube, sur YouTube ou sur c'est marqué dans des PPF sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous de nous suivre. Et puis là, je pense on est parti pour finir là. Hein. On le dit depuis longtemps, mais ouais là il faut. Là. On va finir le monument. Allez, merci à tous. Allez, merci.